voici le moment tant attendu, dernière émission de la journée où on va évoquer avec Monsieur Michel Morel, membre correspondant de l'Académie d'agriculture de France, ainsi que de Sébastien Lévy, donc agriculteur, le machinisme, et nous sommes bien sûr ici visiteurs du salon, toujours émerveillés par ce qui peut nous croiser ou ce qui peut nous ralentir en tout cas sur nos routes. Et en ces périodes enneigées où nous galérons, nous conducteurs, à mettre quelques, je dirais, chaînes sur nos roues, on s'est toujours posé la question, mais comment font-ils quand ils crèvent une roue sur un tracteur, ces gens-là? Cela dit, est-ce l'agriculture qui fait évoluer finalement la machine ou la machine qui conditionne le métier des agriculteurs? Je vais avoir le plaisir finalement de me tourner vers M. Michel Morel pour qu'ensemble nous puissions prendre un retour dans le passé pour comprendre un petit peu cette évolution de la machine dans le monde agricole. Michel, c'est votre moment partagé en tout cas autour de ce machinisme agricole. Expliquez-nous un petit peu cette évolution des machines dans l'agriculture française. Alors l'évolution des machines dans l'agriculture française, c'est quelque chose de particulièrement important pour aboutir aujourd'hui à un secteur d'activité pour les constructeurs qui représente à peu près 40 000 emplois, qui produit autour de 4,5 milliards, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, exporté pour les 2 tiers. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent, et tout le réseau France de distribution et de services, c'est environ 2000 points de vente et de services, et 70 000 personnes. Donc c'est un secteur particulièrement important, et on peut signaler qu'il c'est un secteur qui est en recherche de compétences pour des jeunes qui cherchent une activité intéressante, France et export. Quant à l'évolution, eh bien je crois que l'évolution elle est liée à l'innovation des agriculteurs qui ne travaillent plus en 1950 comme ils travaillent aujourd'hui. On parle de machines énormes, je crois que la taille de machine elle correspond à certaines exigences des agriculteurs pour intervenir au meilleur moment, dans les meilleures conditions, avec un maximum de précision et un maximum de confort, sachant que l'essentiel des évolutions techniques sont liées à la capacité des constructeurs à pouvoir utiliser des capteurs. Je crois que le rôle des capteurs est essentiel. Alors, à vous comprendre, bien sûr, Michel Morel, on comprend, en un clin d'œil, je dirais, on est passé de la charrue à l'agri numériscus, entre guillemets, on voit bien que la précision, le GPS, un ensemble d'outils sont venus également compléter, en tout cas, l'offre mécanique, en tout cas en termes de machines. Je me retourne vers toi, Sébastien, tu es agriculteur en grande culture. La machine, c'est ton quotidien. Oui, bonjour, Sébastien, donc je suis agriculteur au nord-est du Loiret. Je cultive du blé, du maïs, de l'orge brassicole et du colza. Donc M. Morel a bien résumé la place de la machine dans le marché. Et aujourd'hui, moi, la machine est un outil essentiel. Donc sur mon exploitation, j'utilise un tracteur, bien sûr, pour tracter différents outils qui peuvent être le semoir, des outils pour travailler le sol, des outils de pulvérisation comme vous les avez évoqués, et aussi des outils d'épandage pour l'engrais, une moissonneuse-batteuse, la fameuse moissonneuse-batteuse pour récolter, qui est très important. Et à la limite, je dirais, pour faire un petit clin d'œil sur la précision, l'outil que tout le monde connaît, c'est le smartphone, qui me permet de rester connecté, d'assurer le suivi de la météo, des marchés aussi pour un agriculteur, c'est très important, des OAD qui me permettent de préconiser, et bien sûr pour rajouter sur l'innovation et sur les technologies, ce qui vient compléter, c'est le GPS. J'allais te dire, Sébastien, ne dévoile pas tout. On va regarder à l'instant comment tu travailles, parce que je t'ai demandé de m'amener en tout cas des documents pour qu'on comprenne finalement avec l'outil comment tu procèdes, parce qu'on comprend, M. Michel Morel, pénibilité forcément réduite pour nos agriculteurs, bien sûr réduction du temps de travail, inévitablement, parce que la machine aussi prend ce relais. Je te demande de prendre finalement les différents documents, parce que tu allais l'évoquer, Sébastien. On parle de numérique, de GPS, mais explique-nous avec finalement 3 cartes, comment finalement dans ta gestion du semis jusqu'à l'optimisation de tes terres, ben, ça te permet finalement d'être respectueux de valeurs environnementales, parce que ta gestion en tout cas et l'optimisation de ton terrain, ben, c'est fait avec science, savoir et pertinence également. Oui, donc je te laisse prendre les cartes et les présenter, parce que je ne peux pas tenir le micro et voilà. Donc là on est sur une parcelle de colza qui est implantée fin août, et donc
là c'est la maîtrise des épandages d'engrais. Donc pour déterminer la bonne dose à apporter, j'utilise un drone en prestation. C'est la Chambre d'agriculture qui a un drone. Et pour estimer la biomasse de mon colza à l'entrée de l'hiver. Donc là, on voit la carte de biomasse à l'entrée de l'hiver avec les différentes valeurs de poids de colza. À la sortie d'hiver, on va avoir un second passage du drone pour estimer la biomasse sortie d'hiver, parce que dans l'hiver, en fait, le colza, avec le gel, etc., va perdre du feuillage. Donc, il va avoir un petit peu moins de feuilles. On comprend, Michel, à l'instant, sur l'exemple que nous évoque Sébastien, ce bon sens, cette précision, la machine est vraiment l'outil de prédilection. Et dans le cas présent, tout à l'heure, Sébastien vous disait mettre moins d'azote. Mais il n'est pas sûr qu'avec un système comme ça, en hectare cadastral, on mette moins d'azote. Par contre, ce qui est particulièrement important, c'est qu'en analysant la tonicité de la culture, on va mettre de l'azote là où il en a besoin, de façon à s'assurer que cet azote sera valorisé par la plante. Et non, on ne sera pas susceptible de diffuser dans le sol parce que mis en place mais pas absorbé. Je crois que ça, c'est en termes d'environnement, c'est particulièrement important parce que moi, de longue date, et pour avoir travaillé un petit peu dans les pulvérisateurs, quand dans les années 75, on a commencé à avoir des machines qui permettaient depuis la cabine de moduler les volumétries, on a vu les agriculteurs nous dire « Ah oui, mais ça c'est vraiment intéressant, parce qu'avec cette machine, maintenant, je vais pouvoir réduire les quantités d'azote aux endroits où il y a un peu de sable, parce que moi je connais ma parcelle, et quand il y a du sable, c'est pas la peine de mettre de l'azote. » Donc, on avait trouvé ça intéressant. Aujourd'hui, ça se fait automatiquement, avec des outils beaucoup plus précis, beaucoup plus fiables et très confortables. Je vais laisser réagir Sébastien, qui avait... Non mais monsieur Morel a tout à fait raison. Et moi je suis l'exemple type, je suis une zone du Gâtinais où il y a des terres très hétérogènes. Et en fait, c'est pas, comme vous dites, c'est pas forcément moins, mais c'est exactement la bonne dose et ce qu'il faut. Donc peut-être qu'à des endroits, on ne mettait pas suffisamment pour exprimer tout le potentiel de la terre, mais par contre ça évite qu'aux endroits plus difficiles, on ne surdose pas. Donc en quantité globale sur la parcelle, c'est pas forcément moins, mais c'est mieux. Et c'est la juste dose. C'est une évidence. J'allais dire aussi en un clin d'œil, c'est un temps partagé, en tout cas du travail, mais c'est aussi un investissement partagé. On l'évoquait, des structures comme des CUMA permettent aussi, parce que l'investissement sur ces machines répond ici à la problématique de grande culture, parce qu'on est quand même sur des investissements qui sont relativement onéreux. Oui, alors je rebondis juste sur le changement du travail. Une petite anecdote. Aujourd'hui, on rentre donc avec une clé USB nos données dans la barre. Et moi, il m'est arrivé une fois que les données ne soient pas prises. J'avais mon soin à rendre plein. J'arrive dans ma parcelle, j'avais pas ma clé USB. J'étais obligé de retourner à la ferme pour une clé USB, alors que mes voisins étaient en train d'effondrer de l'engrais tranquillement. Après, oui, l'outil pour avoir de la précision, tout ça, c'est un investissement. Un investissement qui coûte assez cher. Donc, les CUMA, la copropriété peuvent être une solution intéressante pour le partage de ces outils. Moi, j'ai des outils en CUMA, j'ai des outils en copropriété. La moissonneuse batteuse, je l'ai avec un voisin. Donc, on partage nos deux surfaces d'exploitation pour une même moissonneuse batteuse. L'outil de travail du sol, je l'ai avec un voisin. Le semoir à céréales, je l'ai en CUMA. Et plein d'autres matériels comme ça pour pouvoir permettre d'avoir une technologie, d'accéder à une technologie, sinon tout seul je ne pourrais pas accéder à cette technologie. Voilà encore un cliché qui tombe. Michel, j'allais vous dire, on a eu l'exemple là, forcément de la machine dans un monde de grande culture. On peut aussi ensemble avoir un regard sur l'élevage. La machine aussi a intégré le métier des éleveurs. Et là aussi, elle a contribué aussi à une amélioration sur la qualité en tout cas des produits, donc sur la santé, sur l'environnement. Quelques mots aussi sur cette branche agricole, en tout cas sur l'élevage. L'élevage, c'est de base des métiers contraignants parce que ces petites bêtes-là mangent tous les jours. Donc c'est quand même un souci. Donc que ce soit d'un vin ou l'autre, porcien, je crois qu'il y a des évolutions importantes. En porcin, en élevage intensif, il y a des automatismes. Et je crois que parmi les choses les plus marquantes récemment, les robots de traite sont des outils mis en œuvre avec des élevages pas forcément très importants,
mais qui libère l'éleveur de la contrainte de la traite matin et soir tous les jours, et qui permet par ailleurs d'apporter un plus important en matière de qualité du produit, parce que les robots sont proposés comme étant des équipements susceptibles de laisser toute la liberté aux bêtes de venir se faire traire comme elles en éprouvent le besoin. Et en gros, on sait que les vaches se font traire sur 24 heures 2,6 fois. Et Michel, on vous écoute. Sébastien, pour donner, je dirais, un regard, pour finaliser ce premier quart d'heure, comment vois-tu ton métier dans 10, dans 20 ans avec la machine? Quel serait notre agriculteur de 2030 ou 2050? Il y a des programmes qui nous projettent déjà dans les années 50. Ça serait quoi l'agriculteur demain? Tu l'imagines ou pas? Je l'imagine. Aujourd'hui, donc on parle beaucoup du tracteur sans chauffeur qui peut être piloté. Par contre, je mettrai un bémol sur le tracteur sans chauffeur, parce qu'on a besoin de surveiller les machines qui sont derrière. Il peut y avoir dans les zones de cailloux, d'un caillou qui se coince dans la machine, etc. Donc il y a toujours un besoin de surveillance. Je pense que la machine va apporter sûrement plus de précision, plus d'optimisation aussi dans la décision, mais il y aura toujours un agriculteur qui sera là pour piloter et qui sera là sur son tracteur pour surveiller le travail. Michel Morel, vous confirmez que ça sera toujours la machine qui sera au service de l'homme et pas l'inverse quand même? Ah, j'espère bien. Non, j'espère bien que ça sera comme ça. Alors effectivement, le tracteur sans chauffeur, bon, c'est pas anecdotique, mais c'est ce que disait Sébastien. Là, on a quand même besoin d'avoir quelqu'un pour gérer. Je crois que les machines vont évoluer vers des automatismes. On pourra peut-être avoir des robots pour des tâches compliquées, répétitives, contraignantes, pour lesquelles on trouve personne. Mais je crois que quand on parle par exemple de désherbage sous le rang en vigne, comment le fait-on à la main, comment le fait-on au tracteur, on ne sait pas trop. Des robots dans des conditions comme ça, pourquoi pas. Mais on peut aussi remarquer, jusqu'à présent, des robots de cueillette. Un certain nombre d'organismes et constructeurs ont travaillé pendant 30 ans sur des machines pour la cueillette des pommes. On n'a toujours rien vu. Donc voilà. Pour finir, moi je vais avoir une image en rêve. Je vais imaginer Sébastien bien tranquillement installé dans son canapé, son smartphone à la main, avec sa dernière application moissonneuse, en train de faire ses moissons, tranquille, les pieds sur la table basse. Merci la technologie quand même, l'agriculture est un métier d'avenir. Merci messieurs en tout cas de nous avoir éclairés, nous avoir exposé en tout cas votre quotidien autour des machines. On se retrouve dans un instant avec un clin d'œil gourmand avec toi Sébastien. Merci et à très vite en tout cas pour de nouveaux rendez-vous dans le stand Agri Demain.